Qui est cette personne? C'est le petit garçon. Léo Maillard, cinéaste, qui a fait ses études à l'école au Dabi. Marianne Monnier, l'âme sœur de tout le film. D'abord les repérages, très long travail, parce que comme on tenait une très belle ferme, on voulait en trouver une mieux. On n'a jamais trouvé mieux. Et entre-temps, pendant je sais pas, une année peut-être, Marianne a cherché une autre ferme dans tout le canton, y compris en avion. Et comme elle n'en a pas trouvé, on a gardé celle qu'on avait. Ce qui nous embêtait un peu parce qu'elle était près d'un champ de tir. Voilà. Marianne, ensuite, elle est costumière. C'est elle qui a fait les costumes de Pipe, avec quelques conseils de Jean-Claude Marais, le décorateur. Et dès qu'on avait fini le tournage, elle a fait le montage avec moi. Elle n'avait jamais fait aucun de ces métiers puisqu'elle est infirmière. Voilà. Et puis après, on a fait des longs voyages avec Marianne. Très bien. Et puis Claude nous a rejoints dans ces voyages. J'ai eu le plaisir de leur montrer comment on faisait du théâtre en anglais. À l'université de Berkeley. Ils en rient encore. Voilà. Laurent Sassier. Robert Bonner, le machiniste du début, devenu producteur, sauveteur absolu du film. On le voit quelquefois dans le film, d'ailleurs, il joue des petits rôles. On voit comme il était beau, jeune. Et pourquoi Christine Pascal est tombée amoureuse du directeur de production. Et puis alors, Claude Muret, co-scénariste. Je suis très très curieux de savoir ce que Robert et Claude pensent de notre travail de l'époque. Restez, ça vaut le coup. Tu veux commencer, Claude? Vas-y. Dans l'ordre, oui, il faut que ce soit toi d'abord, si j'ai bien compris. L'histoire. Bah, disons, effectivement, dans l'ordre chronologique, le scénario il vient au début, comme de juste. Donc, j'ai écouté avec intérêt ce que disait Yves dans le plan fixe. Ce que je pourrais juste rajouter, c'est que effectivement, après les 12 ou 14 mois de travail sur le scénario, en fait, on était arrivé à un épais scénario de 200 pages, dont il a dit qu'effectivement, enfin, t'as pas dit que c'était Madeleine qui avait compté qui avait chronométré. Madeleine Forgerat, je crois qu'elle est déjà partie, qui était script, un métier qui était alors extrêmement important dans le cinéma, qui a disparu au fond. La script était un personnage très très important, notamment sur le plateau de tournage. Et elle avait effectivement, au bout de ces nombreux mois de travail, mal payé évidemment, elle avait chronométré à 4 heures, toi tu dis 4h05, moi je me souviens de 4h30, mais enfin bon, peu importe. Et donc là, je vais vous dire un scoop, c'est que ce qu'a dit Yves est tout à fait juste, c'est qu'on était arrivé à un scénario qu'on pouvait dire de 4 heures et quelques, et on a dû le couper en deux. Et
tu as dit des trucs très justes là-dessus. La seule chose que tu n'as pas dit, c'est que pour la première fois de sa vie, il a été rapide. Comme Yves prétend être le cinéaste le plus lent du Clos du 12, ce qui est vrai. Tout d'un coup, en un mois, on a réussi à réduire ce scénario de 4 heures à un scénario de 2 heures. Et ça s'est fait en un mois. Je me souviens encore, c'était dans un petit réduit là où tu habitais à Puyi. Il y avait un radiateur électrique absolument terrible et il fumait le cigare. Donc c'était assez pénible en réalité. Mais ça a été fait de manière rapide. C'est-à-dire en un mois, on a réussi quand même à réduire ces 4 heures à 2 heures. Ce qui probablement est un élément de rapidité qui est, ouais, je pense, inédit dans ta carrière. Ça, c'est clair. Et donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vous dire que je pense qu'il y avait à la fois un élément de naïveté et d'expérimentation dans le fait de travailler sur un scénario comme ça. Naïveté, ça veut dire à la fois découverte, ça veut dire ouverture. Bon, Yves, évidemment, avait une certaine expérience que moi, je n'avais pas. J'étais totalement neuf là-dedans. Mais cette idée qu'on découvrait ce que ça voulait dire de raconter une histoire au cinéma. Enfin, en tout cas, moi, et toi, tu n'étais pas très loin de ça. Et donc, le caractère expérimental, c'est-à-dire, depuis lors, il y a eu un formatage extraordinaire du cinéma, un formatage de type, par exemple, écalien, c'est-à-dire un formatage des écoles de cinéma, ce qui n'était pas le cas au moment où on a travaillé. Et là, ben, j'ai envie de vous raconter juste deux exemples qui sont assez, je trouve, marrants. Notre cher père Hegel disait que le Zeitgeist, l'esprit du temps, se lisait dans les petites choses. Et là, par exemple, je me souviens qu'un jour, Yves avait lu, donc durant ces mois de travail sur le scénario, un livre de Ozu, cinéaste japonais bien connu, qui racontait que, avec son scénariste qui s'appelait Noda, je sais pas quoi, tu dois savoir. On ne se souvient jamais du nom des scénaristes. Je suis désolé. Comment vous appelez? Noda, je crois. Mais en fait, il racontait qu'il buvait 1 litre une bouteille de saké par jour quand ils travaillaient ensemble. Et donc Yves, qui détestait le saké, a dit on va essayer avec le kirsch. Et donc on a bu 1 litre de kirsch. Inutile de vous dire que c'était un désastre absolu à la fin de la journée. Et on n'a jamais recommencé, en tout cas pas sous cette forme-là. Et donc, c'est des exemples. Il y avait aussi un autre exemple, c'est à un moment donné, on s'était pris de bec sur je ne sais plus quoi, et on a décidé de faire un tribunal populaire, selon le jargon de l'époque, pour trancher nos différends. Et faisaient partie 3-4 personnes, je ne me souviens plus, il y avait Madeleine Fonjala, qui était, et c'était absolument scandaleux, elle était totalement de son côté, parce que voilà, ils vivaient ensemble. Et puis il y avait aussi Claude Champion, qui est probablement pas là ce soir, et qui lui... Il est là. Il est là. Très bien. Et tu t'en souviens, j'imagine. Et du coup, lui, il était déjà un tout petit peu, déjà dans sa tête, président de la SSA, c'est-à-dire qu'il était mesuré, neutre et modéré, je me souviens. Et donc, il y avait encore 2-3 personnes, je ne sais pas quoi. Ça s'est terminé en la faveur d'Yves, évidemment. C'était pas du tout agréable pour moi. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'il y avait, de la même manière que quand tu travailles 12 ou 13 mois ou 14 mois et que tu arrives à un résultat comme ça, un scénario qui avait d'ailleurs été tiré sur la Renéo de la commune de Prévrange, qui était une commune qui avait voilà, un passé militant, enfin un présent militant. Et donc c'était une grande fête en fait. Marianne, tu t'en souviens, tu étais là, il y avait beaucoup de gens qui participaient à ça. Il y avait, pour vous dire, il n'y avait ni informatique ni ordinateur, ce qui est quand même assez marrant. Et que c'est là que, effectivement, Madeleine avait vu que ça durait 4 heures et quelques. Et donc, ce côté expérimental, naïf, peut-être même innocent, je pense qu'il est vraiment extrêmement important de le souligner, parce que je crois que c'est ça qui fait des œuvres qui peuvent rester classiques ou qui peuvent être catégorisées comme chefs-d'œuvre, peu importe,
Mais je pense que ça joue un grand rôle dans la création. C'est ça que je voulais souligner. Ouais. Alors, Ouais. un très grand détour pour dire que ce qu'on a vu ce soir, pour moi, je suis ravi d'avoir revu, de l'avoir. Pour moi, elle est un peu trop contrastée, la copie. J'avais un souvenir plus soleil, plus lumineux, plus doré. Mais bon, les yeux après font l'étalonnage. Il y a des plans que j'avais oubliés, qu'on avait fait. La destruction de la mobilette, je ne me souvenais plus de ce plan qui est d'une force extraordinaire. La renaissance à travers l'image, elle est extraordinairement bien amenée. Enfin, voilà, bien qu'on ne soit plus habitué du tout à ce genre de rythme, mais même à l'époque, c'était pas rapide, hein, c'était pas un film rapide. Et pour moi, il fonctionne très exactement comme à l'époque. Je vois aujourd'hui plus encore la qualité du travail de Michel de Robin, qui est juste bouleversant. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc voilà, il a super bien vieilli. Je suis content, mieux que nous. Et donc, voilà, on est assez content de nous, quoi, en gros. Sur le rythme de ce film, je ne partage pas tout à fait ton avis. Il faut dire qu'on faisait des films contre à l'époque. Tanner, Sous terre en particulier. Goethe a été plus classique, mais Tanner, Sous terre, Godard aussi à l'époque, faisaient des films contre les Américains, dont ils disaient ils détruisent l'espace et ils détruisent le temps. Tout est coupatché et le public n'a plus aucune idée du vrai espace et du vrai temps. Ce qui explique le rythme de ce film. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas être dogmatique pour les plans fixes. Moi, je l'ai été pour les petites fugues. Il y a plein de plans que je trouve trop longs, parce qu'il y a une systématique qui s'installe. Quand vous voyez un personnage, un tracteur ou quoi que ce soit qui entre dans le champ à droite, vous vous dites « je suis bon pour attendre qu'il fasse tout l'écran ». Notamment la montée du cruchet. Tu sais que le plan ne s'arrêtera pas. Oui. Du suchet. Du cruchet. Du suchet. Tu sais que le vélomoteur ne sortira pas. C'est ça que j'ai trouvé aujourd'hui jouissif. Précisément, quand il est rentré dans ce champ-là, j'ai vu cette diagonale, enfin pas tout à fait diagonale, de l'image. Je savais que j'allais me la taper jusqu'au bout, et donc j'ai écouté la musique et le silence et le vent et ce qui a installé. Je pense que la force est précisément dans cette systématique qui peut-être marque une époque de cinéma, certainement, mais enfin, voilà, on ne va pas aller contre l'époque dans laquelle on était et ce qu'on faisait dans le cinéma. Voilà. Moi, j'ai pensé plein de fois à ce genre de plan. Mais dans le même espace, déjà à l'époque, ce qu'on appelait la séquence des piquets, hein, donc vous voyez les piquets, l'autre qui s'en va, Pipe n'a vraiment... Il a tout envie de sauf bosser. Et puis arrive, il y a ces motos qui passent, cars, la moto, tout, tu sais qu'ils sortiront du champ, tu sais que tu reviens dessus, tu sais que tu reviens. Tout ça, c'est à la fois prévisible, mais justement pas, par sa rigueur. Et puis ce qui est quand même formidable, c'est l'arrivée de l'avion.
Et bien, ma foi, voilà, et puis tout d'un coup, il part en courant. Moi, je trouve ça magique. Magique ce temps qui est dilaté et le cinéaste qui se prend ce temps-là. Voilà, moi, je le trouve très juste aujourd'hui. Alors moi, j'aime beaucoup cette scène. C'est une de mes préférées. Donc, ce que je veux dire, c'est il manque d'économie. Je vous prends des tout petits détails. Quand il touche sa selle, au lieu de la toucher une fois, il doit la toucher 2 fois. Le geste d'après qu'il fait sur le carburateur du vélomoteur, il le fait trop de fois. Il y a plein de petites choses comme ça où j'ai manqué d'économie. C'est surtout ça que je veux dire. Tu permets juste là-dessus de te dire que toi, en fait, par rapport à l'acteur, tu lui mâchais le boulot dans le sens où toi, tu as touché 15 fois l'huile. Donc lui, il t'a obéi d'une certaine manière. Donc tu es responsable de ça, quoi. Ah, moi, je suis responsable de tout, c'est clair. Je suis en train de vous dire que j'ai mal fait, là. Parce que je voulais dire non plus. Hein. J'ai vécu une soirée comme ça. On avait une salle acquise. C'était un moment avec Le Petit Prince à Die. J'étais avec Christine à la 300e première. Et elle est arrivée à retourner toute la salle contre le film en le critiquant. On ne va pas faire cette expérience ce soir parce que j'ai déjà vécu ça. Et il ne faut pas faire. Tu peux défendre ce travail, Yves, c'est un formidable travail, bien sûr, qu'il y a des imperfections comme dans chaque film. Dans tous les films dans lesquels j'étais, je vois des défauts. Mais enfin, voilà, on aurait mieux aimé ceci, on aurait mieux aimé cela. Voilà, juste, voilà, je crois qu'il ne faut pas critiquer. C'est le producteur qui parle. Moi, j'aurais aimé un avion. Beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Oui. Et alors, il m'avait montré comment il voulait être grand et je l'ai traduit. Je me souviens comme si c'était hier. L'avion aurait dû être 120 mètres d'envergure pour remplir l'espace qu'il voulait dans l'air. Je rappelle juste que ce pilote-là était champion du monde en titre de planeur, qu'on a été chercher en Allemagne. Et quand l'avion est arrivé, que Yves n'avait pas vu, il se retourne vers moi et me dit « C'est tout ce que tu as trouvé ?» Voilà. Et donc, c'était quand même... voilà. Mais à part ça, c'était... voilà, le film n'a pas pris une ride pour moi. Voilà, je crois qu'il ne faut pas faire de... On ne va pas se faire du mal. Sur Pipe. J'ai fait une première il y a moins d'un mois avec Pipe à Paris. J'ai eu un immense plaisir à le retrouver et lui a eu un immense plaisir à me retrouver et à retrouver le film. Pour lui, c'est certainement le film qui l'a plus marqué. Dans toute sa carrière, il en a fait 80, je crois. À part son travail de comédien au théâtre. Il est aujourd'hui assez âgé, il a des cannes, et il joue toujours. Il était en train de partir en Australie pour jouer une pièce. Il est encore bien vivant. J'avais demandé à tous les comédiens de faire un stage dans cette ferme pour apprendre à taper sur des piquets, à travailler avec le fumier. À Pipe, on avait trouvé un bonnet avec Marianne, un vrai bonnet d'ouvrier de campagne qui était rouge, et on avait voulu lui le mettre sur la tête. Et il avait fallu prendre 3 sacs poubelles pour lui glisser le bonnet sur la tête.
Et puis il a dit, c'est un stage, mais j'en ai rien à foutre. Je me suis dit, merde, c'est mal parti alors. J'avais un énorme problème avec Pipe, c'était que sa stature, son langage, sa finesse ne correspondaient pas du tout à Pipe. J'avais cherché naturellement, comme je tenais le meilleur, j'avais cherché pendant des mois à travailler avec d'autres et sans jamais trouver mieux. Pipe m'a alors expliqué, tu vois, on a affaire à un personnage qui est soumis à son patron quasiment depuis sa naissance. Il fait partie des meubles. Comment veux-tu que je trouve le moyen de jouer ça en faisant un stage de 3 semaines dans ta ferme? Même chose pour le langage. Vous aurez peut-être remarqué que Pipe parle un très bon français tout le long du film. Or, les paysans vaudois qui voient ce film m'ont très souvent dit « c'est incroyable comme il est arrivé à parler vaudois ». Il ne parle pas du tout vaudois. D'ailleurs, ce soir, j'ai remarqué que la maman non plus. Cantatrice, elle parle un français très châtié. Il n'y a rien, absolument rien de vaudois là-dedans. Comment ça s'est passé? Pipe a fait un travail sur lui-même et n'aimait pas que je lui parle. Au début, il m'a reproché qu'il y avait 2 metteurs en scène sur ce film et qu'il ne savait pas qui suivre. Le deuxième, c'était Claude. Il a dit là, moi je ne peux pas. Et je sens très bien qu'il y a 2 regards, en plus 2 regards différents sur moi. Ça ne va pas aller. Moi, il me faut qu'un patron. Voilà. Ensuite, il me faut un patron qui en dise le moins possible, qui se taise. Ce que je n'ai pas fait. Les 3 premières semaines, Pipe construisait un personnage, pour moi, trop infantile. Je dois dire que j'ai mis du temps à trouver cette espèce d'homme bourru, sympathique, qui s'illumine tout à coup, mais qui n'est jamais un gamin. C'est un homme sage. Et la même chose pour le français. On a fait un contrat. Je lui ai dit, tu parles ta langue, s'il te plaît, parle ta langue, français. Français de Boulogne. Mais tu respectes ma syntaxe. Le film, il est écrit en vaudois. Et ça, à la virgule près, tu respectes cette syntaxe-là. Et ça a donné ce vaudois de cinéma. Tu veux rajouter quelque chose, Claude, sur Michel? Robin? Non? Moi, pour revenir à ce que disait Robert avant et par rapport à la revision, moi je l'ai aussi revu il y a très peu de temps en France, face à un public français. Et par rapport à ce que tu dis dans le plan fixe, c'est quand même ce sous-texte lié, mais 68, mais enfin de façon générale, à l'idée d'une nouvelle société, d'un changement de société, d'une forme de révolution, on peut dire quelque part. C'est la révolution dans le film. Mais est-ce que ça a été perçu à l'époque? Est-ce que ça a été dit? Est-ce que ça a été dans la réaction du public, dans la perception du public, en fait? Enfin, le trio des révoltés, donc, si j'ose dire, entre Doré, Michel et merde,
j'ai oublié Fabienne. Josiane, enfin, oui, mais je ne savais plus si je devais prendre le nom de la comédienne ou Josiane, dans le film. Ce trio, toute la sympathie, à un moment donné, est très clairement de leur côté. Ce qui est formidable, c'est que la compassion s'installe avec avec le patron bourru qui a perdu, son monde est fini. Celui de Alain, on le sent, il va pas aller bien loin non plus. Et ceux qui se libèrent réellement, c'est le trio. Malgré la destruction du premier mouvement de liberté qu'il a par le vélomoteur, il le retrouve par sa création, hein, et le regard qu'il jette sur le monde. De partir, la volonté de partir de Josiane, voilà, et Doré, donc Luigi, voilà, il subit encore les conditions de la classe ouvrière et de paysanne, et il trouvera peut-être un autre travail, peut-être certainement. En tout cas, la sympathie est avec eux, et la compassion quand même avec les autres. Et je pense que c'est un monde qui s'en va et qu'il y a un nouveau qui naît. Mais par exemple, sur l'histoire de Luigi, je me souviens que, moi quand je parlais de tribunal révolutionnaire pour parler du jargon de l'époque, je me souviens que par exemple, Luigi, donc Doré Di Rosa, qui est un ami proche, il était à l'époque un militant politique, et je me souviens qu'on a négocié pied à pied le dialogue sur il n'y a pas de travail en Italie, parce qu'il était venu avec le mari d'Hélène, comment il s'appelait, je ne sais plus son nom, comme mentor politique, qui venait nous dire, mais écoute, pourquoi ce gars... Charone. Voilà, pourquoi ce gars, il doit partir, etc. Et puis au moment où on lui a dit, mais dans le dialogue, il n'y a pas de travail en Italie. Quand Josiane lui dit, mais tu vas partir, etc., une scène qui est magnifique aussi. Et donc il a dit, oui, ok, d'accord, dans ces conditions, je suis d'accord de jouer le rôle. Et donc là, c'est un exemple un tout petit peu particulier, parce que voilà, c'est Doré, mais en fait, il y a une imprégnation du mouvement de libération politique de l'époque qui est tout le temps présent en réalité. Et quand Yves parle de de ce contexte militant, de ce contexte politique, c'est vrai qu'il transparaît. Et à mon avis, la grande force du film, c'est qu'il n'apparaît pas, mais il transparaît. Et du coup, il n'y a pas personne ne peut venir parler politique au premier degré, mais en fait, on est totalement dans l'air du temps, ce qui fait les grands films, en fait. Et la réaction du public, justement. Oui, tu nous as demandé si le public avait lu cela. Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a aucun critique qui en a parlé à l'époque. Il y avait un gars des Cahiers qui m'a présenté à Soleure l'autre jour avec le film. Lui non plus, il n'avait rien vu de tout ça. Et pourtant, si on le dit, c'est clair. Mais je suis particulièrement heureux qu'on soit parvenu à cacher ce discours politique dans une histoire qui a une valeur universelle. Et moi, je crois que l'universalité, elle a affaire avec les racines. C'est pour ça que je ne fais pas de film à l'étranger, que j'ai jamais eu envie d'aller en faire, ou quand j'ai eu envie, ça n'a pas marché. Je crois que, connaissance monde de mon enfance, j'étais Beauvairon, j'étais fils d'un artiste, mais je connaissais bien, j'avais vécu dans ma peau ce que c'est que d'être dans une ferme. Et en allant le plus profond possible, vous allez devenir le plus universel possible. Je crois à ça. Et dans la ligne dont on parle de 68, c'était 1970 en Suisse.
il y a dans cette ligne deux moments qui sont très très importants dans ce développement. C'est l'ivresse qui se déroule dans la Raspa, c'est un plan que j'adore. L'âge défend absolument sa durée. Il devient fascinant, ce plan, avec la durée. Pip arrive à l'ivresse complète et ça ne peut le conduire qu'au désastre. Et quand il y a l'ivresse, ensuite, il y a la dépression. La dépression, c'était ce qui était arrivé à l'ouvrier de campagne dont on m'avait raconté l'aventure avec son vélomoteur et qui s'était pendu le jour où on lui l'a enlevé. On s'est dit avec Claude, il faut absolument qu'on garde ce moment de dépression que j'aime beaucoup dans le film parce que tout dépressif qu'il est, on voit que c'est un homme qui n'est pas mort, c'est un homme qui cherche. Et il finit par trouver. Moi, je pense que quelque chose fait partie de ce comme moi, je pense que la manière de faire les choses imprègne les choses. Hein. Donc, il faut savoir que ce film est devenu un moment possible à travers ce que Miguel a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, moi je venais du film collectif de Zurich, on avait monté un film collectif depuis 72, enfin avec le film coopératif, avec toujours le distributeur d'aujourd'hui, et on s'était dit on va posséder l'outil de travail pour parler dans les termes de l'époque. Et puis bon là, Yves m'a demandé si je voulais reprendre la production en fin février, on a tourné en juin. Donc on a été très vite à ce moment-là, mais parce que à un moment donné, cet élan du collectif de Zurich, la possibilité d'acheter Cadia, ce studio son dont Miguel parlait tout à l'heure, et le fait que toute l'équipe est devenue actionnaire de cette société et a mis la moitié de son salaire en participation, c'est ça qui a rendu le film possible, enfin, on est passé les agréments officiels, etc. Il nous manquait bien sûr 50% du financement réel, mais enfin bon, on y est allé, et c'est grâce à cet élan, et cet élan collectif, bien qu'il y avait, c'était clair, qui était le patron sur le plateau, il n'y avait rien de collectif à la mise en scène, bien sûr, il y avait Yves, le metteur en scène, mais quand même, cet esprit de collectivité porte une aventure humaine comme celle-là, et quand on voit les plans et qu'on retrouve toute l'équipe qui figure, enfin nous on se marre, on voit les morts aussi, enfin voilà, c'est quelque chose de... Je crois fortement à ça, et ça fait partie du message politique, non au premier plan, mais c'est comme la transpiration de l'œuvre. Voilà, je pense que ça en fait partie. Voilà, moi je viens de me rendre compte que je fais une grande bêtise. Je n'ai pas appelé Miguel sur cette scène. Si, on l'a appelé. C'est lui qui n'avait pas voulu monter, en fait, directement. Il est là, il devrait être encore là, à moins qu'il se cache, je ne sais pas. Tu es encore là, Miguel? Non, alors, c'est vraiment dommage parce que Miguel, je l'avais engagé au début pour garder les vaches. Je me suis dit, il y avait des vaches dans ce film, il faudrait que quelqu'un s'occupe des vaches. Et puis, il était un des leaders d'une communauté où était aussi Marianne. Il nous a beaucoup aidés pour faire des tas de choses, notamment
toutes les auditions des acteurs qu'on a vus pour Pipe. Pour la maman, on a aussi essayé Zouk, par exemple. Petit à petit, Miguel a trouvé sa place. Et puis quand, à la fin, on s'est retrouvé sans argent et dans une situation assez désespérée, il a racheté les droits du film et il les a conduits jusque-là. C'est pas comme ça. Non, il l'a acheté plus tard. Mais voilà, il a repris, il a joué un rôle déterminant, effectivement. Effectivement, il était d'abord stagiaire, enfin, une espèce de stagiaire, et il a évolué dans le film, pendant la production. Ici, il est devenu l'entrepreneur qu'il est devenu après dans toute sa vie. C'était un entrepreneur dans l'âme, et c'est devenu un grand entrepreneur dans sa vie. Et je pense que cette aventure, qui est encore une fois cette aventure humaine, qui était les petites fugues, la fabrication du film, lui a permis de devenir ce qu'il est. Enfin, que c'est comme s'il avait eu l'autorisation de sortir des trucs de babacoolisme pour devenir un entrepreneur qu'il était dans l'âme. Voilà. Et enfin voilà, parce que effectivement j'avais ruiné pratiquement le collectif de Zurich avec le film, et ça m'a valu beaucoup, je me suis fait virer. Mais après, comme le film a très bien marché, l'argent est rentré très vite, et puis après j'ai fait des autres bêtises. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu racheter, enfin j'ai pu d'abord racheter le film moi-même, puis après je l'ai revendu à Miguel, parce que je pensais que c'était une bonne idée de mettre l'argent dans Sauf qui peut la vie de Godard. Voilà, alors je voulais rendre hommage à Miguel pour tout le boulot qu'il a fait après, pendant et après. Et la masterisation, la digitalisation qu'il a faite maintenant, je trouve que c'est un boulot extraordinaire, à part, comme l'a dit Robert, la copie est trop... ouais, elle est trop saturée, voilà. C'est ça que je dirais. Et puis, il a laissé un plan, j'aimerais vous dire, que le plan où Josiane chevauche Luigi, qui est un plan qui avait à l'époque beaucoup choqué les gens, Claude et moi, on avait décidé de le couper. Parce qu'il est contre-productif. Il choque d'abord les gens. Il y a plein de gens qui ne vont pas voir ce film avec leurs gosses parce qu'il y a ce plan dedans. Les autres, ils les acceptent très bien, avec leurs gosses. Deuxièmement, Josiane fait l'amour contre son père. Et voilà une scène où elle prend du plaisir. C'est ça que je pense qui est contre-productif. Elle ne fait pas l'amour pour avoir du plaisir, elle fait l'amour pour attaquer son père. Et donc montrer une scène où elle prend du plaisir, c'est exactement le contraire de ce qu'on voulait dire. Qui est un petit peu un reliquat de l'idéologie, au fond, d'une certaine manière. C'est-à-dire, ça fait partie de la mauvaise part de l'idéologie 68 art, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir montrer les gens en train de faire l'amour, etc. Et puis, il a fallu un certain temps pour se rendre... Enfin, on s'est rendu compte assez vite que c'était faux. Mais au début, on l'a défendu sur des histoires qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, qui avaient plus à voir avec ce que j'appelle l'idéologie, quoi. C'est-à-dire, on a quand même... voilà, il faut pouvoir montrer les gens, etc., en train de faire l'amour et tout ça. Et on a refusé des critiques qui étaient justifiées, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on était déjà sages et intelligents et on a très vite compris qu'on se trompait, en fait. La scène de la liberté de Josiane, elle est à la table avec Marianne, voilà, où elle dit, voilà, il n'y a plus que 50 ans à taper au fond.
là où elle est, on sent, ça y est, elle s'est libérée. Hein, elle devient mordante, elle devient presque un peu méchante, et puis cette gentillesse de Marianne devient agaçante. Enfin, c'est là que le personnage prend toute sa liberté. Enfin, c'est là qu'on le sent, qu'elle a fait le pas. Voilà. Bon. Enfin bon, et puis sinon, quelqu'un a trouvé ça moche, pas bien, donc il se lève. Et puis, ouais, alors dans le public, est-ce qu'il y a des critiques ouais, des critiques? Je pense que vu l'heure, vu l'heure, je sais pas, il est quand même bientôt minuit là. Alors je sais pas, on est quand même dans une. Enfin, je sais pas, c'est voilà. normal. Merci beaucoup. Mais peut-être qu'on peut continuer encore un petit moment. On va continuer. Ou bien Madame a une question. Alors on va faire circuler un micro. Si c'est possible, je voudrais savoir comment vous avez choisi la musique, les musiques. Le choix des Alors, musiques. la question est, Madame aimerait savoir comment les musiques ont été choisies. C'est une touche qui m'est très personnelle, ça. L'utilisation de la musique, je fais exactement la même chose dans Tableau Long. Pour moi, la musique, elle n'est jamais décorative. Elle donne une humeur aux choses. Je la mets parce que ça me plaît comme ça, par instinct, et il n'y a pas de démarche intellectuelle là derrière, aucune. La musique que j'aime le mieux, c'est le yodel papou qu'il y a quand Pip développe sa première photo. Sur le Polaroid, sur le gros plan de Polaroid qui apparaît. Quand Pip se révèle comme ça. Et j'avais cherché une musique comme ça, avec un musicologue de Neuchâtel. On avait longtemps cherché. Et puis en fait, je me suis aperçu que je l'avais déjà dans ma collection, et que j'avais oublié comme ça. Donc pas de réflexion intellectuelle dans ce travail avec les musiques. Les musiques russes, je savais bien avant le tournage où je les placerais et comment je les utiliserais. Voilà. C'est la même chose dans Tableau Noir, où vous avez des musiques arabes, indiennes. Voilà. Bien. Yves, Robert, Claude, Miguel qui est parti, Marianne et tous les autres. Merci d'être venus pour cette soirée et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.